BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis terminerons l'émission avec nos chroniqueurs, Marjorie Adelson, aujourd'hui, qui reviendra sur un des livres phares de Georges Pompidou, puisque 2024 sera le 50e anniversaire de son décès. Et puis Benaouda Abdelhaim avec sa moisson d'études glanées dans le monde entier, bien évidemment. N'oubliez pas tous nos réseaux sociaux, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho. Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir sur l'émission, les références des bouquins dont on vous parle, les programmes, des extraits, des rediffusions, etc., etc. Et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Une librairie de l'écho dont l'ambition est immense aujourd'hui et à la fois modeste. Vous allez voir, puisqu'il s'agit de remettre un peu de sérénité, de lucidité et de calme dans le débat extraordinairement passionné autour de toutes les innovations technologiques, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, bien évidemment, mais aussi des crypto-monnaies, des NFT, des robots, du métaverse, pour ne citer que. Alors, allons-nous vers l'enfer ou le paradis? Notre vie va-t-elle être plus belle ou plus compliquée? Allons-nous travailler davantage ou beaucoup moins? Bref, le numérique est-il notre ami ou notre ennemi? Réponse avec nos deux invités. Guy Mamoumani, bonjour. Bonjour. Guy, vous êtes entrepreneur, business angel, enseignant. Vous avez dirigé le Syntec numérique, co-dirigé le Conseil national du numérique et Open, qui était une des principales boîtes. Qui est toujours une boîte magnifique. Exactement, mais dont vous n'êtes plus le co-dirigeant. Je suis co-président, mais c'est dirigé brillamment par Frédéric Sebag, mon associé. Voilà, et vous publiez donc pour un numérique humain chez Hermann. Fabrice Zera, bonjour. Bonjour. Fabrice, vous êtes entrepreneur dans la tech, essayiste, donc spécialiste de toutes ces nouvelles technologies, et vous publiez Tech ou Toc. Tech ou Toc. Voilà, aux éditions L'Archipel. Messieurs, question pour vraiment cadrer notre débat. Est-ce qu'on peut borner notre avenir? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, ce serait quoi le pire scénario avec ces nouvelles technologies, et ce serait quoi le scénario de rêve? Guy Mamoumani. Je crois que c'est pas en ces termes que se pose la question. Je sais, parce que voilà. On va venir après à la façon dont vous définissez le débat. Mais déjà, pour avoir un ordre d'idée, le monde horrible, c'est quoi? Le monde merveilleux, c'est quoi? Un monde horrible, c'est la Chine. Ouais. Voilà. Monde merveilleux, alors si je cherche un exemple, ce serait l'Estonie par exemple, hein, c'est-à-dire faciliter la vie des citoyens, un service public efficace, un enseignement qui a utilisé les technologies. Bon, on pourrait dire ça, même si je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il existe vraiment un paradis comme un enfer sur ces sujets-là. Mon propos, c'est au contraire de dire que c'est en nos mains. On va y venir. C'est l'étape d'après. Juste, Fabrice, vous, voilà, quand on trace les trajectoires, finalement, on se dit, c'est quoi le pire monde de demain et c'est quoi le meilleur monde de demain? Le pire monde de demain, c'est qu'on va voir une émergence des robots qui va apparaître grâce à l'intelligence artificielle qui se démocratise à une force phénoménale. Donc, ChatGPT, c'est 100 millions d'utilisateurs en 3 mois. Et donc, connecté à ces robots-là, on a vu cette vidéo il y a quelques jours d'un robot connecté à ChatGPT et il devient presque humain. Il commence à s'humaniser de plus en plus. Donc, le monde merveilleux, c'est on appréhende ces robots, ils vont commencer à travailler pour l'homme et les aider. Ça veut dire que on va avoir des robots chez nous qui vont nous aider sur les tâches quotidiennes difficiles et de plus en plus intelligents. Et le monde mauvais, c'est dans la continuité de ce qu'on est devenu aujourd'hui à cause de tous ces réseaux et ces smartphones et cette technologie qu'on ne maîtrise plus. Le robot va commencer à remplacer progressivement l'homme. Alors, on en vient au propos principal, qui est un peu le vôtre, d'ailleurs dans chacun de vos livres, mais que vous commenciez à évoquer, Guy. C'est qu'en fait, notre avenir, ce ne sera pas l'enfer ou le paradis, ce sera surtout ce qu'on en fera. Est-ce qu'on sera capable d'en faire? Oui, vous avez vu la phrase de Bergson que je cite dans le livre, hein, notre futur n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous en ferons. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, c'est entre nos mains. Et par conséquent, pour éviter
que ça soit l'enfer, utilisation de l'IA dictatoriale, par exemple, de la Chine, de ce type de robotisation, on va dire, effrénée, eh bien, je pense qu'il est très important d'acculturer, éduquer, former, se préparer à ce nouveau monde pour justement qu'il soit au service de l'homme et non pas l'inverse. Alors, quand même, transpire dans vos livres à tous les deux un certain optimisme. Clairement, vous dites le numérique, c'est clairement plus une opportunité qu'une menace. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste l'un et l'autre, Fabrice? C'est déjà, ça nous a changé nos vies, le numérique, déjà, dans le bon sens. C'est-à-dire que ça a facilité énormément de choses. On peut le voir aussi dans la médecine. On n'aurait jamais pu sortir de cette crise Covid sans l'intelligence artificielle. Ça nous a permis de développer des vaccins beaucoup plus rapidement. Donc dans le médical, c'est extraordinaire. Dans la qualité de vie aussi, il y a des vrais avantages. Maintenant, ce que j'appréhende, c'est un constat des 20 dernières années. C'est comment on a subi cette technologie-là. Et moi, le point important, ce que j'ai vu, ce qui m'a choqué, c'est le jour de l'an sur les Champs-Élysées. C'est près de 500 000 personnes. Il n'y a pas une personne qui n'est pas avec son téléphone et qui capte le moment. Ouais. Et donc ça, c'est assez effrayant. Ça veut dire qu'on est devenu presque drogué de ces technologies-là. Les enfants passent en moyenne 7 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et ça va, entre le métaverse, l'intelligence artificielle, la robotisation, ça va être tellement puissant, un changement tellement puissant, que si on n'arrive déjà pas à sortir de ça, on va rentrer vraiment dans ces travers. Alors justement, Guy, le cœur de votre livre, c'est justement d'essayer de tracer le chemin vers une transition réussie. Et vous donc vous listez tout un tas de conditions, de transitions qu'il faut réussir. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important ? Qu'est-ce qu'il faut réussir ? Voilà, alors, je vais reprendre ce que vous avez dit, parce que c'est très intéressant, parce que le côté positif, je le partage totalement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La médecine d'aujourd'hui progresse à une allure faramineuse grâce à l'intelligence artificielle, par exemple. Et puis, beaucoup d'autres exemples de l'apport de l'intelligence artificielle. En revanche, l'exemple des écrans est très intéressant parce que, pour moi, la responsabilité n'est pas au numérique, n'est pas à la technologie. La responsabilité est aux parents, aux enseignants, aux gouvernants qui doivent faire le nécessaire pour qu'on ait une utilisation raisonnée des écrans. Or, on les diabolise, mais en fait, ce n'est que juste un objet et une technologie. Par conséquent, il est très important et pour moi, c'est central dans mon livre, c'est toutes les questions d'éducation. Et puis pour répondre quand même à votre question, parce que sur la première question concernant pourquoi nous sommes optimistes, moi j'ai une raison très simple. Écoutez, regardez ce que le numérique a apporté pendant le confinement. Continuité pédagogique, alors que des millions d'enfants auraient pu rester sans enseignants, même si on peut critiquer certaines choses, mais il n'empêche que la médecine, la télémédecine, je ne vais pas rajouter sur ce que vous avez dit, le télétravail. On a réussi, par exemple chez Open, à mettre 4000 personnes au travail en 3 jours. Et on a eu une année correcte, alors que ça aurait dû être une catastrophe. Et pour finir, quelque chose qui est totalement inattendu, c'est finalement les liens sociaux qui sont apparus grâce au numérique. Ça, c'est un des points qui, effectivement... alors, vous ne serez peut-être pas d'accord tous les deux, d'ailleurs. C'est que vous dites, Guy, en fait, les réseaux sociaux augmente notre capital social parce que finalement, avec les réseaux sociaux, on est en contact avec plein de gens qu'on n'aurait quand même jamais rencontrés avant. J'en suis convaincu. Maintenant, où on va se retrouver, c'est que je critique de la même façon les abus de ces réseaux sociaux parce qu'il y a une mauvaise utilisation. Alors Fabrice, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous, avec ça? Moi, LinkedIn est un outil extraordinaire professionnellement. Facebook était une promesse au départ très bonne. La promesse de Facebook, c'était de rassembler les gens. Et c'était de la communication, simplifier la communication partout dans le monde. Et là, il y a TikTok qui est... je milite pour la suppression de TikTok en Europe. Et aux États-Unis, ça commence à vraiment bouger depuis quelques jours. Parce que TikTok, le chiffre effrayant qui m'avait... C'était 6 jeunes sur 6... un jeune sur 6 croit que la Terre est plate. La Terre est plate. Et c'est 1 sur 2 qui regarde TikTok quotidiennement. Ah ouais. Parmi les gens qui regardent TikTok quotidiennement, il y en a 1 sur 2 qui pensent que la Terre est plate.
Ouais, évidemment. Alors justement, Guy, vous dites, vous dites l'acculturation. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce... Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça sert à rien d'interdire. Hein. Ça sert à rien d'interdire TikTok. Oui, parce que vous êtes très clairs tous les deux. C'est-à-dire, ça sert à rien de lutter contre la vague. Quand vous voyez les propositions, par exemple, genre Najat Vallaud-Belkacem qui dit faut réduire le nombre de gigas. Ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. En revanche, et là où je vous rejoins, hein, c'est tout à fait vrai. Personnellement, par exemple, je n'utilise pas TikTok, Facebook. Voilà. Et j'essaye d'éduquer mes enfants, maintenant mes petits-enfants, à la même chose. Et quand mon fils a interdit à ses enfants d'avoir un smartphone jusqu'à l'âge de 13 ans, je lui dis, t'as raison. Vous voyez, c'est pour ça, je veux dire, je ne suis pas un inconditionnel ridicule. Non, il faut justement éduquer. Mais vous voyez bien que toutes les catégories sociales ne sont pas armées de la même façon. D'où par rapport à ça. Et donc, comment on fait le rôle de l'école. On voit bien en Chine, le TikTok chinois est complètement différent. Ça veut dire que les jeunes de moins de 14 ans n'ont droit à 2 heures d'écran par jour, maximum, et interdiction entre 22h et 6h du matin. Et le contenu TikTok, c'est un contenu très éducatif et qui dure 30 minutes. Donc plutôt dans le même style que YouTube. Donc en fait, en Occident, ils ont mis quelque chose de très addictif de quelques secondes. On peut passer 5 heures sur TikTok et on se rappelle de rien en fait. C'est très rapide, c'est très court. Et vous nous dites que c'est un produit que les Chinois nous ont envoyé pour nous rendre idiots, quoi. Mais alors, il y avait un docteur en neurosciences qui avait interrogé un officiel chinois et qui lui avait demandé pourquoi TikTok est différent chez vous. Et sa réponse était notre jeunesse, c'est notre avenir et on ne veut pas les abrutir. Voilà. Justement, l'école a un rôle à jouer. Les parents aussi. Est-ce que l'école d'aujourd'hui, Guy, vous lui faites confiance pour s'adapter, pour prendre ce virage? Oui, c'est d'ailleurs un des chapitres. Hein. Ah oui, pour ça et j'y crois fermement. Et d'abord, contrairement à ce que M. Blanquer avait fait, Jean-Michel Blanquer, que j'estime par ailleurs sur plein de choses, en tout cas, cette interdiction des smartphones à l'école est ridicule. On a là, justement, l'occasion pour tous les enfants d'expliquer ce qu'est une bonne utilisation des smartphones. Et il ne faut surtout pas, encore une fois, interdire. Ça ne sert à rien parce que vous pouvez toujours aller l'utiliser en cachette la nuit. Oui, mais ça limite. Moi, je suis plus pour une interdiction au collège parce que ça limite. Est-ce que vous savez que, d'ailleurs, je le cite dans mon livre, il y a une application qui s'appelle Modco. Comme vous avez un mode avion, vous avez un mode collège. Et quand on arrive dans la classe, on appuie sur cette touche mode collège. Et là, c'est sous le contrôle de l'enseignant. C'est ça qu'il faut retenir. Bien sûr que personne n'est pour que, pendant que le prof parle, on aille sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec vous, c'est évident. Mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Non pas interdire, mais éduquer. Alors, Fabrice Zera, vous soulignez très bien au début de votre livre, quand on est dans une période comme ça de foisonnement, d'invention, on a l'impression que tout va marcher. Or, en fait, en réalité, quand on regarde l'histoire, il y a eu énormément d'inventions. Et comme vous le dites, le cimetière des éléphants, des inventions technologiques est quand même extrêmement, extrêmement garni. Il est extrêmement garni. Enfin, on l'a vu là. Recitez-nous quelques inventions qu'on a cru géniales et qui ont été des flops. On va dire le bebop, mais c'était le pionnier, le précurseur de la téléphonie mobile. Le Minitel aussi, qui est resté français, mais qui était encore une fois un pionnier. Plus récemment, les Google Glass, un départ sur la réalité augmentée, et ça a été un flop terrible. Mais au moins, on a essayé, et ça a été les premiers à le faire. Là, on le voit sur le métaverse, il y a des choses qui bougent. Pour l'instant, ça reste très anecdotique. Il y a une déception. Il y a une déception parce que c'est un programme sur 10 ans. C'est un programme sur 10 ans, mais le métavers, c'est une expérience qui est tellement extraordinaire que le jour où on trouvera le masque vraiment ergonomique, adapté et simple, avec une batterie aussi, et c'est ce que commence Apple, là, quand on voit déjà que les gens passent 7 heures par jour sur les réseaux sociaux, enfin je parle des jeunes, quand ils auront ces masques-là, ils pourront passer quasiment toute leur journée. Sa vie, vivre dedans. Moi, je suis convaincu, mais ça prendra... Bon. Apple initie, Meta y est depuis quelques années, mais c'est vraiment un programme de 10 ans. Et c'est un frein. Le frein technologique, c'est le hardware. Le smartphone a pu se démocratiser grâce à l'iPhone. Lorsque l'iPhone est sorti, tout ce qui était les BlackBerry, les Palm Pilot et autres, qui étaient les ancêtres du smartphone, ont tous disparu et tout s'est démocratisé grâce à cette rupture techno.
Donc il nous faut cette rupture technologique du masque qui va faire que le métaverse va se démultiplier énormément. Guy Mamoumani, si je vous dis métaverse, crypto, NFT, est-ce que là-dedans, il y a des choses qui vous paraissent finalement éphémères ou est-ce que vous vous dites non, il y a des vraies tendances de fond dans tout ça? Bah oui, Comment on trie le bon grain de livret? En fait. C'est aussi un chapitre du livre parce que je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Contrairement à tous ceux qui nous ont annoncé que tout ça allait disparaître, etc., c'est juste une question de timing. Moi, je parle plutôt du Web 3. Web 3 qui est, pour moi, l'évolution naturelle du Web et du Web 2 et d'arriver au Web 3. Alors, Guy, en 3 phrases. En 3 phrases. Le Web, c'est finalement consultation sur Internet. D'accord. Le Web 2, c'est l'interaction, les réseaux sociaux. Le Web 3, c'est la déconcentration et de donner la propriété à tous les utilisateurs. Et donc ça, c'est basé sur quoi? C'est basé sur la blockchain, c'est basé sur les NFT, c'est basé sur le métavers. Donc là, vous diriez qu'on est un peu entre le Web 2 et le Web 3. Exactement. Et bon, alors il va y avoir un peu de temps, il y a des usages, il y a un peu de temps, mais on va y arriver très naturellement. Mais aussi, évidemment, en séparant le bon du mauvais, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut dégager, des arnaques, etc. Donc ça, ok, il faut le mettre de côté. Après, pour bien hiérarchiser, on peut dire que, par exemple, le Web 3, la blockchain, on est du niveau des infrastructures, et on peut dire que si, après tout, les NFT, ça marche pas, ou les crypto-monnaies, ça marche pas, ça remet pas en cause la techno. Ces technologies-là. Pas du tout, absolument pas. Voilà. Mais alors, si c'est pas les NFT tels qu'ils sont conçus, notre type de NFT. Le NFT, c'est un certificat de propriété numérique. On en aura besoin. Voilà, donc... ça remplacera le notaire. Voilà. Ça remplacera le notaire. Donc, Alors quand même, messieurs, l'intelligence artificielle, comment ne pas douter quand même les concepteurs de cette intelligence artificielle ont l'air effrayés par ces produits. C'est quoi ça? C'est du bidon, c'est du marketing. Il faut déjà rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas apparue en octobre 2022 avec ChatGPT. Oui, ça fait 40 ans. Ça a démocratisé là. Voilà, ça fait 50 ans qu'on fait de l'intelligence artificielle et que c'est déjà utilisé dans des entreprises. Et ma foi, personne n'en est mort. Alors, évidemment, l'avènement de ChatGPT, ça a apporté quelque chose. Finalement, avant, l'intelligence artificielle était réservée à des techniciens, des informaticiens. ChatGPT, c'est du langage naturel. Et évidemment, alors j'ai dit, tout le monde peut l'utiliser et c'est d'une puissance phénoménale. Alors après, vous avez quand même le culot des culots, un Elon Musk qui fait une tribune avec d'autres pour dire « Oh, il faut ralentir » et compagnie. Bon. Ça n'a aucun sens, d'autant plus que lui, c'est un des principaux acteurs. Donc, il dit qu'il a d'autres entreprises. Mais l'idée, c'est quoi? C'est on ferme la porte derrière nous, quoi. Non, on ralentit. Et on empêche les autres d'entrer. Il y a souvent beaucoup de gens qui vous disent il faut ralentir, on a peur, le défenseur des droits, etc. Attention, ça va trop vite. Ça. Moi, je considère que, d'abord, ce n'est pas possible de ralentir. Parce que vous allez ralentir, la Chine ne va pas ralentir, et puis d'autres ne vont pas ralentir. Donc, ce n'est pas possible. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est vous préparer, c'est apprendre à surfer sur cette vague. Donc, c'est à nouveau la question d'éducation, d'information pour préparer à ce nouveau monde. Sauf que Fabrice, vous dites, attendez, vous dites quand même, ça va trop vite et il va falloir faire une pause dans l'intelligence artificielle. Ça va trop vite. Moi, le constat, c'est un constat d'échec européen, c'est qu'on maîtrise plus les datas. Et l'intelligence artificielle s'alimente des datas. 92% des datas occidentales sont hébergées aux États-Unis. Donc en fait, on va dépendre complètement des technologies américaines. Et c'est là où il va falloir être très vigilant. Est-ce que c'est si important que ça? Je veux dire, est-ce que on ne peut pas? Est-ce que c'est un véritable inconvénient de n'être que utilisateur de ces technologies? Quand vous avez imaginez un monde, alors, en plus avec l'actualité où un candidat aux élections américaines dit celui qui paye pas à l'OTAN, pas de défense. On le considère comme un voyou. Qu'est-ce qui ferait qu'il ne coupe pas nos datas? Alors, il faut quand même préciser une chose. C'est pas 92% aux États-Unis. C'est 92% dans des boîtes américaines. C'est ça que vous voulez dire. C'est pas la même chose. Oui, mais c'est aux États-Unis. Voilà. Non, ça dépend de boîtes américaines. Et donc, vous faites référence au Cloud Act et au Patriot Act. Donc là, c'est une autre histoire parce que vous avez des données qui sont installées
dans des pays européens, en France et ailleurs, et qui sont sur des sociétés américaines. Donc, qui relèvent du Cloud Act. Le Cloud Act, on peut le discuter, hein, on peut s'en protéger. Alors donc, il y a quand même, c'est pas aussi automatique que ça. Les données, elles sont pas parties aux États-Unis. Hein, donc, et d'ailleurs, je cite comme exemple le Health Data Hub qui est sur justement le Microsoft Azure. Et donc, qui a été fait il y a quelques semaines. Voilà. Et on a encore une fois, on peut pas taxer la CNIL de parti pris. Et la CNIL dit, bah écoutez, on ne peut pas faire autrement pour l'instant. En revanche, il y a un vrai sujet politique, et là, je vais vous rejoindre sur cela, c'est que l'Europe devrait être capable de faire émerger des acteurs du cloud européen, de façon à être libéré de ce Cloud Act. Mais en attendant, la CNIL le dit elle-même, on n'a pas trop le choix. Voilà. On n'a pas le choix parce qu'en fait, il faut avoir peur des GAFAM ou pas? Complètement. Enfin, c'est-à-dire, on maîtrise plus rien aujourd'hui. C'est des États dans l'État. Et ils maîtrisent toute la techno. En fait, il y a le problème de gestion de la data, mais la data est chez eux dans ces boîtes technologiques parce qu'elles maîtrisent la technologie. Et on n'en a pas la maîtrise. C'est pour ça qu'il faut penser européen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas même technologiquement. Je prends le cas des FT 120, c'est les 120 pépites françaises, dont certaines licornes. Quand vont consolider leurs chiffres d'affaires, elles représentent à peu près 11 milliards d'euros. Si vous prenez le chiffre d'affaires des AirPods d'Apple, ça fait 35 milliards de dollars. Donc en fait, il n'y a pas de... il y a des très belles ESN, il y a de la belle technologie hardware, ce qu'on a historiquement en France, ce qu'il y a eu avec la carte à puce aussi. Mais sur la partie cloud, sur la partie hébergement, sur la partie cybersécurité, on est complètement dépassé parce que les investissements américains sont largement supérieurs aux seuls investissements français. On n'a jamais pensé européen. Et c'est ça la fermeture. Alors ça, c'est juste. En même temps, vous avez par exemple une initiative qui s'appelle Gaia-X européenne, qui a été un échec. Qui a été un échec, voilà. Bien sûr. Donc si vous voulez... Oui, mais parce qu'on n'y a pas mis assez de start-up de créativité derrière. Moi, tout à fait d'accord, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un sujet, avoir peur des GAFAM, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'on n'a pas à en avoir peur. On a à les utiliser d'une part, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et on ne peut pas faire autrement, ça c'est clair, mais ça reste un échec. Et surtout, faire le nécessaire pour faire émerger des acteurs européens. Alors, 2 points. Il y a une phrase qui m'a interpellé, parmi tant d'autres, dans votre livre, Guy, c'est vous dites, il y a une main invisible du numérique, en gros par laquelle le numérique résout les problèmes posés par le numérique, à condition qu'il y ait de l'innovation. Je suis convaincu de ça. Voilà. Alors, je suis convaincu. Ça, je sais que... Alors, quand je dis ça, on me traite de scientiste, etc. Mais non. Écoutez, je pense que dans tous les sujets que nous avons à traiter, le numérique lui-même est capable de trouver des solutions. Je vais donner un exemple. On a un gros problème avec le numérique et l'environnement. Eh bien, vous avez des startups, d'ailleurs que je cite, par exemple Aquasmart, dans laquelle j'ai investi, qui est une startup qui utilise l'intelligence artificielle pour économiser, diagnostiquer les fuites d'eau. Donc voilà une solution contre l'utilisation du numérique dans l'environnement. Autre exemple, vous avez des tas de gens qui font du hosting, de l'hébergement, qui aujourd'hui vont utiliser la chaleur dégagée par l'hébergement pour chauffer des piscines, des appartements. Et on peut avoir comme ça des milliers d'exemples pour montrer que le numérique en lui-même peut trouver des solutions. Dernier point qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est sur le travail. Fabrice Zera, je vous sens quand même tous les deux un peu optimistes sur ce. Est-ce que finalement le numérique au sens large va améliorer notre rapport au travail? Est-ce qu'on va travailler mieux? Est-ce qu'on va travailler moins? Ou est-ce que carrément l'intelligence artificielle va détruire beaucoup d'emplois? Comment vous voyez notre avenir au travail, l'un et l'autre? Les études parlent d'une destruction de 300 millions d'emplois. Mais moi, je suis convaincu que sur chaque technologie, on crée de nouveaux emplois. Moi, je pense qu'avec... là, il y a un vrai tournant avec cette intelligence artificielle et ce robot. Je pense que d'ici 5-10 ans, on va vraiment se poser la question entre embaucher un robot ou embaucher une personne. Donc moi, je crois peut-être au retour du revenu universel, ce qui existe au Qatar. Donc les robots produiront et on aura un revenu universel qui nous permettra de vivre différemment. Ça se trouve, nos petits-enfants se diront comment nos grands-parents ont pu travailler. Guy, je vous donne la parole, mais moi je suis convaincu que la 4e transition qu'on n'a pas encore évoquée après la transition
écologique, après la transition numérique et après la transition démographique, c'est la transition fiscale. Parce qu'il va bien falloir trouver des nouvelles bases fiscales. Voilà, c'était une petite parenthèse sur le travail. Oui, je voudrais juste préciser une chose. L'étude du BCG à laquelle vous faites référence. Alors, à l'origine, quand ils ont publié, c'est 300 millions d'emplois qui seront touchés, impactés. Et tout le monde a entendu supprimer. La McKinsey a sorti il y a 2 mois une autre étude en montrant que 10%, ça va très vite, voilà, 10% d'emplois seront supprimés, 45% seront touchés. Moi, j'ai la conviction... Mais parallèlement, que ça va créer 1,5 point de PIB en France si en on plus, investit dans l'IA. Exactement. Oui, et je pense aussi que ça va créer des centaines et des milliers d'emplois. Donc moi, je reste convaincu que nous aurons bien sûr une transformation du travail. Vous avez peut-être vu que le patron de Nvidia là, a annoncé qu'on n'aurait plus besoin de développeurs parce que l'intelligence artificielle va développer elle-même. Bon, tout ça, c'est ridicule. Alors justement, l'avantage que j'ai, c'est d'avoir une petite expérience en termes de... Vous avez mis les mains dans le cambouis. Voilà, les mains dans le cambouis. Et je peux vous dire, vous demanderez à Frédéric Sebag et Groupe Open ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est plus de 1000 développeurs. Ils en recrutent 1000 chaque année et ils pourraient en avoir 1000 de plus. C'est ce que j'ai dit à tous ces annonceurs de disparition. C'est que sur ces métiers-là, en tout cas, je peux les contredire. Parce que ça fait... après, une projection oui, mais ça fait 10 ans qu'il m'annonce ça. Le docteur Alexandre, dans son livre La guerre des intelligences, annonçait la même chose. Et c'était il y a une dizaine d'années. Donc non, moi je ne pense pas. En revanche, et ça c'est vrai pour les avocats, pour les médecins, etc., l'intelligence artificielle va changer la nature de leur métier. Et peut-être que ceux qui savent utiliser l'intelligence artificielle remplaceront ceux qui ne le savent pas. Ça, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette tension? C'est que jusqu'à présent, le numérique s'adressait à ce qu'on appelait les cols bleus, comme vous l'avez dit, les robots pour les ouvriers, etc. Eh ben maintenant, non, tout le monde est concerné. Oui, ok, tout le monde doit s'y mettre et se former. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de cette première partie de la librairie de l'Écho. Je rappelle vos 2 livres, Fabrice Zera, Tech ou Toc, très bon titre. C'est aux éditions L'Archipel. Pour un numérique humain, ça c'est vraiment votre credo, Guy Mamoumani. Même dans votre précédent ouvrage, c'était au cœur du livre. Ça s'appelle donc Pour un numérique humain, les 8 conditions d'une transformation réussie chez Herman. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre émission.